Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous voilà tous réunis ce soir, où on ne sait pas à quelle heure on va regarder l'émission, mais nous sommes tous réunis ce soir. Et nous recevons un panel, on dit bien un panel, n'est-ce pas, d'artistes plus talentueux les uns que les autres. Et donc nous allons commencer par cette chère Pauline qui nous reçoit, Claudine, parce que ça va tellement bien ensemble que j'ai envie de dire Pauline, Claudine. Voilà. Ça matche bien, on était fait pour être ensemble. Alors Claudine, bonjour, merci d'être sur le plateau de Love Sister. Nous sommes contents de vous voir ici. Donc vous êtes professeur de danse afro-cubaine, et on aimerait savoir, avant que vous parliez, que je vous interviewe, on va d'abord voir un extrait de ce que vous montrez en fait dans cette danse très spécifique que on connaît très peu finalement. Un extrait vidéo, c'est ça? Oui, tout à fait. Génial. C'était sympa, hein. Magnifique. C'était très beau. Très envie de danser, tu vois. Belle découverte. C'était des extraits de stage de danse. Un avec ma professeure de danse, Maria de Los Angeles Sardoui, qui est cubaine et qui vient régulièrement à Montpellier. Elle est professeure de l'École nationale des arts de la Havane. Voilà, et donc à Montpellier, j'organise des événements avec elle. Et il y avait un autre extrait où j'animais un stage. Voilà. Très intéressant. Très Merci intéressant. pour ce partage. Alors, justement, on aimerait savoir un peu plus, après avoir vu ces extraits, qu'est-ce que c'est finalement la danse afro-cubaine? Est-ce que vous pouvez en parler en quelques mots? Oui, en quelques mots, ça va être difficile. Vous m'interrompez. Donc, ce sont des danses qui ont pour origine des danses africaines, hein, qui sont arrivées avec les esclaves, hein, à Cuba, et puis donc qui ont vécu une transformation à Cuba par la rencontre déjà interethnie et aussi de la rencontre avec l'histoire faisant arriver le petit peuple espagnol à Cuba pour remplacer la main-d'œuvre des esclaves. Donc les gitans sont arrivés à Cuba, le petit peuple espagnol, les paysans. Donc tout le monde a amené sa culture et ça a fait un extraordinaire mélange. Donc à Cuba, vous avez les danses yoruba avec les danses des orishas, les divinités. Ce sont des danses sacrées. Donc c'est ma spécialité. Mais vous avez également les danses Congo. Vous avez la rumba cubaine. La rumba cubaine, c'est vraiment la rencontre de l'Afrique et de l'Espagne. Et tout ça a évolué. Il y a encore d'autres danses qui ont été créées à Cuba et ça a cheminé jusqu'au son cubain, mambo, cha-cha-cha, et est arrivé le casino. C'est la forme moderne qu'on appelle nous salsa, mais eux ils disent casino à Cuba. Et donc, ce fameux casino que tout le monde danse maintenant, tous les cours de salsa cubaine sont des cours de casino. C'est écrit avec un S? Oui, comme un casino. Comme un casino. Voilà. Prochain. J'ai synthétisé, je suis contente. Oui, bravo, merci. C'est vraiment voilà, très intéressant de connaître ce style de danse finalement qu'on méconnaît ici, mais qui est tendance quand même de par voilà, ce que vous avez cité. Est-ce que donc vous faites venir des gens, vous dites, hein, donc des gens de la Havane, donc de Cuba. Est-ce que vous proposez des stages spécifiques, des festivals? Vous pouvez en parler un peu peu aux téléspectatrices? Oui, alors donc ça fait une trentaine d'années que j'ai mis les pieds à Cuba et depuis tous les ans je fais venir un ou plusieurs maîtres de folklore afro-cubain, également des musiciens parce que c'est très spécifique. Mais maintenant on a la chance d'en avoir même dans la région, donc. Ils viennent souvent accompagner. Et donc, je fais venir des profs de danse. Et maintenant, on a un gros événement qui se déroule au mois de juillet au Temple de la Danse à Montpellier, qui soutient la danse afro-cubaine depuis toujours. Donc, ça s'appelle l'Université d'été des danses afro-cubaines.
Donc, je vous mettrai les coordonnées tout à l'heure. Et les débutants peuvent venir s'initier. Et les avancés, il y a des pros qui viennent. Ça vient de toute la France et même parfois d'Europe. Voilà. Je vais m'inscrire, moi je pense. Donc, vous avez un gros événement qu'on organise au mois de juillet, l'Université d'été des danses afro-cubaines, début juillet, ainsi qu'un événement dans la ville de Montpellier pour faire l'ouverture. Et ensuite, au mois de novembre, tous les mois de novembre, on fait aussi un événement. Donc là, il vient de passer. C'était avec Maria Sarduy au Temple de la Danse. Voilà. Bravo, bravo. Oh. Et tu as commencé très tôt à Montpellier à faire tout ce que tu fais. En fait, ça date de 1995 où c'est pas aujourd'hui, hein. Ça date aujourd'hui. Wow. J'ai commencé à donner des cours de salsa. J'ai eu l'immense honneur d'être la pionnière des profs de salsa. Bravo. Bravo. Et j'ai formé des centaines de gens, et voilà. Et ils te reconnaissent. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et là, je crois que tu vas nous faire un live. Je crois que tu vas nous faire un live, non? Bien sûr. Mais on va la laisser. Qu'est-ce que tu veux? Non, on va pas la laisser. On va lui demander ses coordonnées, ma chérie. Oui. Alors, je voulais juste d'abord lui demander si c'était possible de dire quels sont ses projets à venir. Est-ce qu'elle a des petites choses à proposer dans le futur proche? Eh bien, mes projets, il y a déjà des choses qui sont en place, c'est les cours hebdomadaires, mais j'ai une autre activité en parallèle, et ce sont les danses afro-cubaines qui m'ont amenée à devenir par la suite danse-thérapeute et thérapeute psychocorporelle, puisque j'ai vu que que ces danses construisaient quelque chose de très intéressant, réélaboraient toutes mes structures et apportent beaucoup à l'être humain en aisance corporelle, en sentiment de bien-être. Donc, j'ai repris des études et depuis 15 ans, maintenant, je suis thérapeute également et danse-thérapeute. Et donc, ces danses des orishas, par exemple, sont très, très riches d'enseignements. Donc, j'ai un projet de livre. Wow. Voilà, de livres pour raconter toute mon épopée intérieure. Et puis, en lien avec toutes ces magnifiques danses qui nous enseignent tellement de choses. Il est en préparation, le livre ? Non. Alors oui, j'ai déjà des écrits. J'ai déjà d'ailleurs un article qui a été publié dans une revue de thérapie motrice et également un documentaire qui est sur ce travail. Donc là maintenant, voilà, un livre. Donc je vais bientôt organiser une campagne de soulèvement de fonds pour avoir des fonds pour financer l'écriture de mon livre. Voilà, puisque je vais avoir besoin de l'aide d'un écrivain. Voilà. Super. Bel environnement, bel univers que j'ai hâte de découvrir encore plus dans les années à venir. Oui. Et donc, on va voir son live du coup. Non, avant, on va d'abord lui demander de regarder la caméra en face, là, et de nous donner tes coordonnées. Il faut qu'on puisse te joindre, si on a envie de te joindre. Voilà, donc à toutes les personnes qui voudraient suivre des cours de danse afro-cubaine à Montpellier ou dans la vallée de l'Hérault, puisque j'en donne aussi à Serras. Donc voici mes coordonnées, c'est Claudine Giral sur Facebook ou sur Instagram. Et là, vous trouverez toutes les informations concernant mes cours à Montpellier donc, ou à Serras. Voilà, ainsi que les stages et l'université d'été des danses afro-cubaines. Donc maintenant, on va te demander d'y aller. Hein. Voilà, donc je vais donner un petit cours en fait à 2 personnes. À 2 personnes. Tu as réussi à trouver 2 personnes. J'ai recruté dans les studios 2 personnes. Et j'ai choisi une danse qui amène le déhanché et les tremblements d'épaule. Allez, on va y aller, Muriel. On va y aller. On va y aller. C'est clair. Je vous attends. Alors, bonjour. On va faire un petit cours de danse afro-cubaine. Il y en a plein. J'ai choisi une danse qui s'appelle Makuta, qui vient des Congos et qui est arrivée à Cuba avec l'esclavage et qui a vécu des transformations. Donc, on a les pieds parallèles et on va installer, vous voyez, un genou déverrouillé, un petit rebond. Pa, tchiki-pit, tchiki-pit, tchiki, comme si on était à cheval. À Cuba, on dit il faut trouver le caballo. Voilà. Et ça a pour vertu de libérer vos épaules. Quand on fait ça, on renforce. Vous sentez que ça serre dans le ventre? On renforce un peu. Voilà. Et ça libère vos épaules. OK. Une fois qu'on a trouvé ça, il faut trouver aussi ce mécanisme où on a les genoux déverrouillés, on est assis, on a le ventre un peu serré et on sépare les genoux. Et ça a pour vertu, sans décoller le talon, voilà, de faire bouger le bassin. Voilà. Donc, ça va faire
séparation des genoux et tout ça à caballo. Pa, chiquiti, 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 chiquiti. Ça va? Oui, voilà. Donc, on a bien les épaules déverrouillées. Alors maintenant, on va avoir ces épaules bien déverrouillées. On va pouvoir travailler que les épaules. On va plier un peu plus, histoire de serrer ici. Et on va s'arrêter en propulsion. Voilà, sans déplier les genoux, mais un peu en propulsion. Ce qui fait que vos épaules sont relâchées. Et on va se rendre compte qu'on peut les séparer. On va mettre les mains sur les hanches, comme ça. Voilà. Et vous allez séparer. Je vous montre. Alors, on va essayer de ne pas bouger les coudes pour pas qu'ils aillent derrière, vous voyez. Donc, on va mettre les mains plutôt comme ça. Ramener ici, vous voyez, les poignets sont cassés sur les hanches. Donc, les omoplates sont plaquées. C'est pas mal. Alors, tout ça à cheval en séparant les genoux. Alors, ça va venir un peu plus, vous allez voir, pas d'inquiétude, avec le pas. Alors, maintenant, le pas, c'est simple, ça va faire droite et gauche et droite et gauche. Donc, je retire du sol mon pied et j'attaque un peu le sol. Je l'attaque pas et pim, et pas et pim. Pas, 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 pas. Vous voyez, vous avancez sur des rails, les deux pieds sont parallèles. On attaque un peu le sol, alors sans trop taper. Salamale, salamale, arriba Congo, salamale, salamale, arriben Congo, salamale, 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 lumbe, 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 lumbe la cuevanganga, por ahí pasó un Congo y nadie lo vio. Por ahí pasó mi Congo y nadie lo vio. Ae, adundum, Congo en la puerta, Congo en la puerta, Congo en la puerta, adundum en la puerta, un Congo 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 en la puerta, hay un Congo en la puerta, un Congo en la puerta, un Congo en la puerta. Bah écoute, c'était génial et je trouve que les participants qui ont tourné avec toi, bah finalement, ils se sont bien débrouillés pour une première fois. Hein. Oui, c'était pas facile. Bravo. C'était pas facile. Ils n'avaient jamais dansé. Bah écoute, ça c'est génial. Souvent, il ne faut jamais avoir dansé pour faire quelque chose. C'est de bien et de réussi. L'instinct. Alors maintenant, Sandrine, ma chérie, tu reçois Valérie. Alors, je reçois Valérie Reboisson, qui est artiste peintre et plus particulièrement aquarelliste. Alors, elle a un univers en fait qui tourne beaucoup autour des animaux. Alors bon, c'est bien parce qu'aujourd'hui, elle nous a mené voilà, d'autres thématiques pour qu'on puisse la connaître un peu plus. Donc, on va découvrir ensemble ce qui l'anime. Et ma première question, Valérie, alors je sais qu'elle est très tendue, mais ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir depuis combien de temps vous peignez. Alors bonjour à tous. Et je peins depuis toute petite en fait, voilà. Et surtout depuis l'adolescence. J'ai eu un accident de colonne vertébrale quand j'étais petite et du coup ça m'a déclenché ce besoin de m'évader par la peinture, j'ai commencé avec les pastels. Alors justement, voilà. Vous avez choisi l'aquarelle, qui est une technique... Alors l'aquarelle, ça fait que depuis 1 an et demi que je le fais réellement. Au début, j'ai commencé par les pastels à l'huile, ce qui n'est pas le plus simple pour commencer. Rapproche ton micro. C'est pas le plus simple pour commencer. Puis après, j'ai fait avec l'acrylique, l'huile, et puis j'ai fait souvent des longues pauses aussi. Et là, je voulais reprendre, ça faisait 10 ans que je m'étais arrêtée, j'ai voulu reprendre. Donc je me suis dit, pour reprendre, je vais changer de médium, donc je suis repartie sur l'aquarelle. Et Valérie, juste une petite question, vous avez suivi une formation ou vous êtes autodidacte? Non, je suis autodidacte. Et donc, vous avez quand même, vous aimez beaucoup peindre les animaux? Oui, j'aime beaucoup peindre les animaux, retracer leur regard,
Voilà, parce que aussi, je sais pas, ils sont tellement... c'est la nature, ce que la nature nous offre, et en même temps, après, tout ce qui est animaux de compagnie, domestiques, ils nous apportent tellement tous les jours. Vous avez c'est un animal... bel hommage, en fait, à leur offrir de faire... De les mettre en peinture et capter leur regard, leur amour, en fait, voilà. C'est ça que j'essaye de... Et est-ce que vous avez un animal fétiche ou récurrent qui revient souvent dans vos œuvres? J'ai plus de chats, parce que c'est vrai que esthétiquement, c'est peut-être un peu plus gracieux, le chat, voilà. Donc, ils ont toujours des poses plus naturelles, voilà. Mais après, non, j'ai pas... même dans les animaux sauvages, j'aime bien aussi peindre aussi les oiseaux, les lapins, autres. Enfin, voilà, j'ai pas de préférence. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a une œuvre qui vous touche plus particulièrement ou qui a marqué votre parcours depuis que vous avez commencé dans la peinture? Dans ce que j'ai fait, j'ai bien aimé là, voilà, les deux chats, là, les Munchkins, c'est dur à dire, que j'ai fait là pour quelqu'un. Parce que j'ai vraiment adapté le fond en fonction des goûts de la personne et j'ai cherché à à intégrer des éléments floraux, voilà, vraiment dans la thématique, pardon. Et en même temps, c'était intéressant parce que les deux chats, ils ont vraiment deux expériences bien différentes, quoi. Donc, il y en a un, il fait un peu boudeur, mais c'est vraiment son attitude. Et l'autre, qui est vraiment doux, quoi. Et donc, je trouve que là, j'ai bien réussi à capter tout en gardant bien la transparence de l'aquarelle, la lumière et les couleurs, parce que les couleurs sont importantes pour moi. Que ce soit bien lumineux et bien prononcé en couleur. Voilà. Donc, en fait, on sent bien qu'au travers de vos œuvres, vous voulez essayer de faire passer un message. C'est ça? Oui, c'est l'amour des animaux. Voilà, c'est l'instant magique, des liens qui nous unissent. Et est-ce que vous avez des projets à long terme d'exposition ou peut-être vous avez de nouvelles œuvres en préparation? En fait, là, je vais faire quelques marchés de Noël. Je vais faire aussi le Téléthon à Castries là, en décembre. Et après, c'est vrai que j'ai un projet d'exposition, mais bon, ça ne sera pas tout de suite parce que j'ai du mal à avancer sur le thème un peu asiatique. Voilà. Donc là, ça fait partie du thème asiatique, inspiration asiatique. Voilà. C'est nouveau le thème asiatique? Non, c'est pas nouveau, mais en fait, c'est que j'ai tendance à m'éparpiller. Il y a plein de choses qui m'intéressent et en fait, j'essaye d'avancer coup par coup. Voilà. Un coup, je fais les animaux, je fais des commandes et puis de temps en temps, voilà, je me dis, là, j'ai un peu de temps, je vais continuer sur mon thème, voilà. Je pense que quand tu as eu ton accident, tu devais peindre différemment. Avant ton accident, tu devais être différente dans ta création. En fait, j'ai toujours dessiné le fait je sais pas pourquoi, le fait d'avoir l'accident. Et même là, j'ai repris suite à un accident aussi, parce que je me suis abîmé le genou. Mais j'avais dans la tête, mais je pense que c'est un moyen de m'évader, en fait. Je plonge dedans et puis c'est tellement reposant, relaxant. En fait, j'oublie tout, quoi. J'oublie tout, c'est... voilà. C'est thérapeutique, en fait, en soi. C'est thérapeutique, tout à fait. Bonne idée, hein. Et tu peins depuis combien de temps? J'ai commencé vraiment jusqu'à 11 ans. 11 ans. Voilà. Tu as commencé jeune? Oui, j'ai commencé jeune. Et tu as eu d'autres activités à part la peinture ou ça a été toujours ton moteur? Non, je faisais un peu de danse, mais je n'étais pas particulièrement douée. Voilà, c'était plus pour me maintenir... ma forme physique, comme j'ai des troubles articulaires, c'est bon voilà, de bouger. Et d'ailleurs, là, j'ai un peu poussé. Je vais trop rester figée sur la peinture et je sens quoi. Voilà, c'est aussi l'envers. Voilà. L'envers du décor. Ouais. D'accord. Et pour celles et ceux qui te connaissent pas et qui voudraient découvrir tes œuvres, on peut les retrouver où?
En regardant en face de cette Là. caméra. Est-ce que tu as je sais pas, un site, une page Facebook peut-être? Oui, alors j'ai nouvellement créé un site internet. Donc vous pouvez me retrouver sur www.valériereboisson-galerie.fr. Galerie sans S? Galerie. Avec un S à la fin ou... Non, voilà. sans S. Préciser. Mais sinon, si vous tapez mon nom, Valérie Reboisson, sur Google, je suis référencée. Normalement, vous tombez sur mon Instagram et mon site internet. C'est que mon site est plus... j'ai mis plus l'accent sur les portraits animaliers sur mon site. Mais après, vous allez pousser sur la boutique et tout, vous verrez d'autres choses comme ça. Et j'ai même nouvellement créé une page sur les ateliers, parce que je vais commencer à faire des ateliers ponctuels. Des ateliers pour... Aquarelle. D'accord. Ah. Bien. Merci. Et où tu fais ça? Les ateliers, ça sera dans Castries. Impasse du Presbytère à Castries. Et là, Tu as une pièce, tu as une salle C'est une salle. Oui, c'est une salle, oui. C'est une maison en location, quoi. C'est ta maison? Non, c'est pas ma maison. J'ai préféré louer un lieu à part, un tiers, voilà, neutre, parce que je me suis dit que peut-être chez moi, ça pouvait peut-être poser problème. J'ai des animaux, j'ai 2 chiens, un chat et des poules, voilà. Donc je me suis dit, bon... Regardez les foules. Je me suis dit que peut-être ça Ça aurait pourrait été poser insolite, problème au la première fois, voilà. Donc peut-être que tu peux dire est-ce que tu as donné un nom de ton atelier ou pas? Alors, il n'y a pas de nom, mais si vous allez sur mon site internet, vous allez sur la page atelier, vous aurez tout, il y aura même le plan. Écoute, merci. Merci beaucoup Merci. Valérie pour cet échange artistique. Merci. Donc voilà, alors là, peut-être tous les trois, ou peut-être justement tous ensemble, pour te recevoir, cher Didier Beaumont. Oui, tu n'avais pas de... T'étais privé, hein, t'étais privé de micro. Alors Didier, avoir ton chapeau. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut deviner? Il est musicien, il est quoi, à votre avis? Je dirais musicien. Ouais, bien trouvé. Très spécial. En plus, il fait de la country. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis sur le circuit country. Et voilà, il fait et là, je vais te demander, parce que moi, je vais écorcher ce nom. Ton titre s'appelle? Le dernier? Oui. Hit somebody, yeah. Ah, c'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile. Hit somebody, yeah. Donc, voilà, ce titre, est-ce qu'il cache une histoire ou une émotion ou je ne sais quoi? Oui, il faut pas le prendre au premier degré. C'est pas un appel à la violence, évidemment, c'est plutôt l'inverse. C'est une chanson... Je raconte un peu la chanson? M'arrêter sinon. Je t'arrête parce qu'après, je t'arrête au moment où tu vas trop loin. D'accord, ok, ça marche. Donc tu vas m'arrêter, je vais toujours trop loin. Hate Somebody, c'est une chanson que j'ai écrite avec mon ami, un ami d'enfance, on se connaît depuis très longtemps. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Christophe Cazenave, à qui je passe le bonjour, c'est un des plus grands compositeurs français. Il écrit des chansons pour Marc Lavoine, Najwa Bélizé, enfin tout plein de stars. Je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a tout plein. Et après, tu ne mettrais plus en avant. Hein. Oui, voilà, ouais, c'est ça. T'es fichu après. Exactement, c'est ça. Et oui, un soir, il est venu manger à la maison et j'avais fait un plat de pâtes qui était pas bon du tout. Donc, au milieu du plat, au lieu de me dire que le plat était dégueulasse, il m'a dit et si on écrivait une chanson plutôt que de manger ça, quoi. Ah, donc, pas mauvaise idée. Hein. Voilà, il est poli. Vous avez mangé intellectuellement, donc. C'est exactement, c'est ça. Ah, c'est bien mis, ça. Ouais. Et voilà, non, c'est une chanson qui est sur le thème de la défense de la veuve et l'orphelin, en fait. Pas mal. C'est plus ça. C'est dans le sens où, dans le premier couplet, par exemple, il y a quelqu'un qui voit une femme se faire agresser, il va la défendre. Le deuxième couplet, il y a quelqu'un qui veut l'imiter. Donc il dit, ah, mais moi je veux pas rester, si lui il le fait, moi aussi. C'est plus dans ce sens-là, de s'aider les uns les autres face au harcèlement, face à la violence. Ah là là. C'est d'actualité. C'est d'actualité. Ouais, hein. c'est d'actualité. Et donc, qu'est-ce qui t'a plongé dans la country? Tu es auteur, compositeur et interprète. Oui, oui. Hein, donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas prononcer tous les noms qui t'ont aidé. Non, c'est vrai. Donc, non, oui, qu'est-ce qui m'a plongé dans la country? Mais je baigne dans la musique depuis que je suis tout petit. Hein. Mes parents,
ils écoutaient ça à fond à la maison. Donc j'ai baigné un peu dans la country. Mes parents habitaient aux États-Unis pour le travail. Donc moi j'ai grandi en Angleterre. Donc le country and western est quand même un style un peu plus développé T'as une chance inouïe, c'est que tu parles couramment anglais. qu'en France. C'est ma langue maternelle, l'anglais, ouais. Oui, oui. Et bon, ils écoutaient de la country. Pour moi, c'était la musique de mes parents, donc c'était pas forcément. J'aimais bien, mais c'était pas la musique la plus sexy que je connaisse à l'époque. Oui, Et mais puis, dansante quand même. Mais ça l'était Ça pas. rapproche les Ça l'était couples. pas encore Ça à rapprochait l'occasion. les couples. Oui, alors ça c'est vraiment aux États-Unis, ça danse en couple, etc. En France un petit peu moins, ça se fait un peu les danses en couple. Mais quand moi j'ai démarré, il n'y avait pas vraiment de phénomène danseur Ça formait des couples en aussi. France à l'époque, bien sûr. On Mais de peut toute façon, la musique, ça forme les couples. Et à Ça la base, rassemble. de toute façon, quand on est musicien, c'est pour impressionner les filles. Hein, de toute façon, à la base. Afro-cubain aussi, hein, ça forme pas mal les couples, non? Ah oui. Claudine? Afro-cubain, c'est pas mal oui, aussi, il y a- ça forme il y les a- couples, non? En afro-cubain, il y a quelques danses qui se dansent en couple. Et ben, surtout après son évolution sur les musiques plus populaires, comme je disais, le son et la salsa. Caliente, non? Voilà. Il y a des rumbas, oui, qui se dansent en couple. Tu prends ton micro, s'il te plaît. Voilà. On partage. Bon, partager. Mais on partage même la musique, on partage tout. C'est pour ça que je dis ça, ouais. Voilà. Et donc, tu ne fais pas que de la country. Alors, je suis sur le circuit country, donc la plupart de 99% des concerts que je fais sont pour des clubs ou des festivals de country music. Mais comme je disais tout à l'heure, mes parents écoutaient toutes sortes de musique, donc moi j'ai grandi avec les Beatles, avec Led Zeppelin. Donc même si la grosse couleur des chansons que j'ai écrites sont country, bluegrass, il y a des influences un peu British pop, un peu... Voilà, un peu tous les styles. J'aime bien tous les styles. Et lorsque tu écris, tu écris uniquement pour toi ou aussi pour d'autres personnes? J'écris pour d'autres personnes. Mais alors, le style country, de toute façon, c'est quand même un style qui parle de la vie de tous les jours. C'est pas vraiment je transpire sur la piste de danse. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt des histoires de famille. Voilà, des histoires de grands-parents, de choses En comme gros, ça. tu fais des scénarios. C'est exactement ça, c'est des histoires. Et des histoires, j'en ai plein la tête. Et lorsque tu parles quand tu tournes, Ouais. combien vous êtes sur scène? Alors ça dépend des fois. Est-ce que c'est à la carte ou c'est... Ça peut être à la carte. comme un menu, hein. Ouais, non, mais... Il y a un dessert, il y a... Ouais, mais c'est un peu ça, on regarde le menu, alors qu'est-ce qui est dans mon budget, alors des fois je passe tout seul, des fois on passe en groupe, ça dépend. Quand c'est des clubs de danse qui sont un peu plus petits, bon, j'y vais tout seul avec la guitare. Et quand c'est des festivals ou des clubs un peu plus importants, je prends mes musiciens. Donc la plupart du temps, Combien en tout? la formule de base, c'est 3 avec Oliver à la batterie. Déjà Jeanne 3, à la c'est basse. pas beaucoup. Hein. Non. Mais C'est ça- raisonnable. Oui, mais je suis quelqu'un de raisonnable. Non, c'est pas vrai. Mais bon, je pense que mes amis m'ont rigolé quand ils m'entendront dire ça. Je suis pas raisonnable. Mais bon, on essaye de passer un peu à tous les budgets. Et t'as pensé à prendre des danseurs, danseuses derrière toi? J'en ai pas avec moi, mais il y en a toujours par ici. Hein. Oui, ça c'est vrai, ça. Tu danses à la country? Il est en train de draguer. Non, À l'américaine? Toujours, moi, toujours. pas. Non, mais il a raison, c'est ça la vie. Hein. Et donc, là, tu as Un projet un événement en fin d'année, là, puisqu'on arrive. Ouais. Voilà. Alors, Pour Noël. Est-ce que- j'ai la pire mémoire au Christmas monde. donc event. là, tu me prends sur le fait. J'ai la pire mémoire au monde, mais donc là, on sera en décembre bientôt. Le plus prudent, c'est d'aller sur mon site internet www.didierbeaumont.com. Il y aura toutes mes dates. Je prends pas de risques. Je vais te au moins. rassurer. Je vais te rassurer. Ouais. Je suis pareil. Ah, ça va Je alors. vais tourner demain ou Mais après-demain t'as essayé si de me c'est pas piéger quand noté. même. Elle a essayé, Ouais, j'ai mais vu, j'ai vu. bien vu. Mais elle a essayé avec le sourire, ça passe toujours. Ça passe toujours. Donc, j'aimerais quand même que tout à l'heure, tu vas nous faire un live. Ouais. Mais j'aimerais aussi que tu nous parles un petit peu quand même de comment ça a démarré. Ouais, comment ça démarre? La musique ou le fait d'écrire les chansons? Un peu les deux. Les deux, parce que je crois que ça va ensemble. Hein. Ouais, c'est vrai, ça va ensemble. En fait, à la base, j'étais intéressé vraiment par la guitare avant le chant. Mais étant anglophone, dès que je jouais avec d'autres musiciens, c'était toujours toi tu parles anglais, c'est toi qui chantes.
Donc voilà, le chant est venu après. Et étant musicien, bon, ma maman, elle voulait que je fasse le conservatoire parce que c'était la vieille école. Non, mais maman, les Beatles, ils n'ont pas fait le Non, conservatoire. mais en même temps, elle n'avait pas tort non plus. Ouais, non, mais après, c'est vrai, ça m'a beaucoup De faire un servi. medley, après de partir vers son Oui, univers. et puis les choses deviennent plus faciles voilà. quand même. Oui, absolument. Oui. Non, c'est sûr. Donc voilà, non, j'ai commencé comme ça en apprenant la musique des autres d'abord. Et puis ensuite, en comprenant comment eux, ils faisaient. Je me suis dit, tiens, moi aussi, j'ai des histoires à raconter. Donc, peut-être qu'avec 3 accords et quelques phrases, je peux faire une chanson. Puis après, tiens, si je mettais un 4e accord, un peu plus de poésie, etc. Voilà, petit à petit, on apprend comme ça. C'est géant. Ouais, c'est chouette. Mais c'est un peu comme tous les artistes qui sont là. C'est une thérapie aussi. Hein. Ça nous vide la tête. Hein. Alors, je vais te demander, parce qu'on t'a fait une petite surprise toutes les 3, mais je vais te demander de regarder la caméra en face. Oui. Et déjà nous dire comment on fait pour te joindre avant ton live et avant la surprise. Pour me joindre, donc ça dépend. Les filles ou les fans en général? Non, les deux, pardon. Oui, pardon. Alors 06, non, je rigole. Non, pour me joindre, le plus facile, c'est d'aller sur mon site internet, comme je le disais tout à l'heure, www.didierbeaumont.com. Il y a un formulaire, ou sinon vous pouvez aller sur contact@didierbeaumont.com et vous tombez directement sur moi. Alors, nous t'avons fait une surprise. Ah, je suis curieux. Et on va redemander à nouveau le titre de ton Hit single. Somebody, yeah. Voilà. Et donc voilà, tu vas commencer, ma chérie. Didier Beaumont, c'est une route bordée de poussière dorée et d'horizons sans fin. Chaque note qu'il joue ressemble au vent qui soulève Les plaines et au battement de cœur d'une vieille guitare de voyage. Ça me plaît. Je vais rester ici, je crois. Je pars plus. Appelez la sécurité. Ah non, mais faut que t'ailles travailler, là, on va te préparer, hein. Oh, ça va. On t'attend pour jouer, là. Bon, mais s'il faut. Howdy, Love Sisters. Here's back in 88. Let's go. Go something like this. Well, I was 12 and 88, chasing fireflies too late. The Madison saw Zeppelin play again. You know, rock and roll was still a thing back then. So let's raise a toast to the days gone by, to childhood dreams that touched the sky. Back in 88, that Hanks kid was big on the silver screen, and his heart aches and love when you're a teen. And as time goes by, life gets real. Well, I still hold on to how I used to feel. Yeah, let's raise a toast to the days gone by, the childhood dreams that touch the sky. Back in 88, riding bikes down older roads, keep the child within your soul. Oh, he was once just like you are now. He still believes in rock and roll. Yeah, let's raise a toast to the days gone by, the childhood dreams that touch the sky. Back in 88. Yeah, let's raise a toast to the days gone by, the childhood dreams that touch the sky. Back in 88.
Alors nous avons le plaisir maintenant de passer par Pauline qui reçoit Henrik. Alors je ne sais pas si on dit Henrik. Enrique. Enrique. Exactement. Ah, ils ont oublié un E. Enrique. Alors Enrique, merci d'être ici sur ce plateau. Merci de m'accueillir. Donc vous êtes peintre. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu d'où c'est venu, depuis quand êtes-vous peintre, de quand est venue cette passion pour la peinture? Je pense que j'ai peint depuis tout petit. Je suis né à Séville, moi. Et j'étais chez les curés. Hein. Et on faisait beaucoup de dessins au fusain, des Apollons, des trucs comme ça. Mais bon, ça. Et ensuite, j'ai continué à peindre, mais vraiment autodidacte, hein, parce que j'aime bien remettre sur un papier, sur une toile, les émotions. Hein. Mais mon vrai métier, c'est chef de cuisine, quand même. Enfin, chez les moines, on apprend pas mal, quand même. Hein. Voilà, oui. Il y a l'art qui est en lien. L'art de cuisiner également. Oui, tout à fait. Que j'ai pratiqué pendant 54 ans, quand même. Hein. Et ensuite, au moment où j'ai pris ma retraite, j'ai décidé un peu de m'y remettre un petit peu plus sérieusement. Avec mon épouse qui m'a bien conseillé, qui elle est artiste peintre aussi. Et donc, ben voilà un peu le résultat, quoi. Hein. Le résultat, ça c'est une huile en face, représente les temps de l'or à Morgio, parce que je prends mon appareil photo, je promène, je prends des photos sur les couchers de soleil, et après j'essaie un peu de le remettre sur la toile. Voilà. Donc, quand tu peins, tu prends en photo d'abord? Pas toujours. Pas toujours. Là, non. Là, par contre, non. Là, c'est... Là, c'est certain que non. Non. C'est une histoire de lumière. C'est... Voilà. Chercher... Et les couleurs. Surtout, quand je démarre une toile, je sais pas vraiment où je vais. Hein. J'attaque. Et c'est les couleurs et mon état du moment qui fait que je fais ça, quoi. Voilà. Donc vous parlez d'émotions dans vos œuvres. Est-ce qu'il y a des émotions plus que d'autres que vous véhiculez ou c'est inconscient, vous n'avez pas d'idée à la base? J'ai des peintures, par exemple, on sent que quand je les fais, il y a de la colère. Donc ça reflète un peu le moment. Les émotions, c'est ça, du moment. Voilà, c'est vrai. Puis il y a des moments où on est dans le vide complet, on n'arrive pas à peindre, on commence une toile, puis on s'aperçoit que c'est un truc qui ne vaut rien du tout, on le met de côté ou je repeins par-dessus. Voilà. Alors je suis curieuse. Quelle est l'émotion, la colère, l'amour, ou pour toi, qui te donne plus d'idées lorsque tu peins? Je pense que c'est plutôt... La colère? Non, pas tellement la colère. Il m'arrive d'être très en colère pour les raisons d'actualité dans ce moment, ce qui se passe dans le monde, de ce manque d'empathie des gens. Ça, tout le monde le sait, ça. Voilà, donc... Mais non, après, c'est plutôt joyeux. Moi, mes peintures, je veux qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait de la vie, et qu'on ressente des émotions quand on les voit. Voilà. Pour le coup, celle-là, elle est pleine de couleurs. Hein. Tout à fait, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle est classe. Très calme, voluptueux. Je peins très vite. Hein. Ça me demande 2 jours, pas plus. Hein. Oui, 2 jours de travail quand même. Hein. Oui, 2 jours, mais intenses. Peut-être, mais enfin, quand on voit le résultat, c'est magnifique. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup. Ça va bien avec mes cheveux longs. Je crois que c'est un appel, Enrique. Je crois que cette toile l'appelle. Elle appelle. J'aime beaucoup justement celle de gauche. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration d'artistes connus ou juste des choses qui vous permettent Il y en a un qui m'inspire énormément, que j'ai pas mené des toiles qui soit représentatif de ses peintures à lui, c'est Zhao Wuqi, qui est un peintre japonais. Oui, bien sûr. Voilà, qui est beaucoup dans l'abstrait et dans la lumière. Voilà. Il y a eu une rétrospective à Beaubourg, à Paris. Ouais, non, mais là, je n'ai pas trop bougé, je suis dans le secteur. Et je continue mon activité de chef de cuisine. Bien sûr. Actuellement, donc voilà. Alors, vous exposez où, en fait? Alors, on habite à Montagnac. À Montagnac, nous avons loué depuis quelque temps une maison vignerone très grande. Et c'est notre maison qui sert d'exposition. Très bien, bonne idée ça. Donc vous pouvez faire des petits cocktails aux invités. Elle veut être invitée. Elle veut être invitée. Elle va être invitée. Non, mais on a Nous voulons être invités.
Voilà. Les jours où on fait ouverture, effectivement, on le fait. Alors moi, j'ai aménagé mon garage, qui est très grand. Vous nous ferez signe? Oui, pas de problème. On ira. Où je peins. Et elle a son atelier tout en haut perché. Et voilà, chacun son univers. Ils sont tout à fait différents. Cette passion est quand même géniale. Hein. Ouais. Moi, je voulais savoir. À deux. En plus, un duo, quoi. En duo, Un c'est duo, ouais. génial. Et l'univers de votre épouse, c'est l'opposé ou c'est tout autre chose ou... Elle a vraiment sa signature à elle. Hein. Elle peint des pépettes. Mais c'est des pépettes géniales, quoi. Et toujours avec des notes d'humour. Voilà, mais elle, c'est un travail beaucoup plus soigné, beaucoup plus un travail d'artiste. Parce que moi, bon, je peins, ça plaît, mais je me considère... J'ai l'impression d'être un peu l'imposteur là-dedans. Non, mais Pas non. du tout. Hein. Attendez. Parce qu'on peut flasher sur une toile. On flash sur une toile et puis voilà, il peut en avoir 100, 200. Il y a une seule toile qui peut nous intéresser, donc on n'est pas imposteur. Non, mais bon, moi je le ressens comme ça. L'artiste doute constamment, de toute façon. On n'est jamais content. Oui, c'est vrai. Si je peux me permettre, je pense que tous les artistes se sentent imposteurs de toute façon. Ouais. Ça n'existait pas, les artistes. On n'est jamais sûr. Le monopole de la vérité, je crois que ça Non, n'existe mais pas. tu sais pourquoi? Je vais te dire, moi je vais vous dire pourquoi. Parce que la Terre tourne et retourne, Ouais. et retourne, Ouais. et retourne. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous des imposteurs. D'accord. Bon, ben, Bravo. C'est bien dit, Muriel. Alors, quelle matière vous utilisez? alors, j'utilise de l'acrylique, beaucoup d'acrylique, mais l'huile aussi. Ce tableau qui est en face de moi, c'est de l'huile. L'huile qui met beaucoup plus longtemps à sécher, donc on met beaucoup plus de temps à le terminer, parce que c'est des couches, c'est des glacis, et on ne peut pas se permettre de revenir sur une peinture qui est fraîche pour amener une autre... Oui, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps pour moi, effectivement. D'après ce que je comprends. Voilà. C'est pour que ça sèche, c'est tout. Donc tu peux boire un verre en attendant que ça sèche. Voilà, même deux. Bien sûr, dans le sud, on pense au Par genre contre, là. l'acrylique sèche très vite. Et on aborde la peinture d'une autre manière. Donc il faut avoir déjà... En principe, je fais un croquis, et je mets des couleurs, j'ai du vert, rouge, rose, gris. Et je démarre, mais ça, c'est l'idée. Après, ce qu'il en ressort, ça peut être totalement différent. Parce que c'est les couleurs qui vont me dire, voilà, ça va pas. Il faut trouver quelque chose qui soit cohérent et qui plaise, qui soit joli à la vue. Et on essaie de faire sortir la lumière aussi dessus. Comme là, voilà, c'est pas évident. Moi, j'y vois du Monet, j'y vois du Turner. Voilà, c'est. J'en ai aussi qui ressemblent à du Turner aussi. Oui, c'est très intéressant même là. Mais bon. Est-ce que vous avez des projets à venir dont vous voulez justement parler à la caméra? Non, on va exposer dans des villages comme Vias où on a déjà exposé, mais surtout à la maison. On veut le faire chez nous. Dans des C'est plus restaurants convivial. aussi, non? Pardon? Vous exposez dans des restaurants? J'expose dans des restaurants aussi. Actuellement, je travaille pour un domaine qui s'appelle le domaine de l'Argentière. Et l'autre jour, on a fait une journée partenaire, où il y avait pratiquement 150 personnes. Intéressant. Et j'avais exposé tous mes tableaux là-bas, à l'intérieur. Combien? Voilà. Des tableaux, j'en avais vu Environ. une douzaine. Ah oui, quand même pas mal. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez, face à la caméra, dire votre contact pour voir où les gens qui sont intéressés par votre travail peuvent vous contacter, vous pouvez le mentionner. Alors, ils peuvent me contacter au 06 05 03 08 55. Et j'habite à Montagnac. Enrique Malaver. Au 88 avenue du Capitaine Pierre Azéma, Montagnac, 34 530. Et sinon, sur Facebook, Henri Malaver. Voilà. Merci. Tu as un autre nom sur Facebook? C'est-à-dire que sur ma pièce d'identité, c'est Enrique Malaver. C'est l'imposteur, je te dis. Et depuis que je suis arrivé en France, depuis l'âge de 5 ans, je suis arrivé en 62, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, on a décidé de me prénommer Henri, mais mon vrai prénom, c'est Enrique. Il y a
de prénom. Enrique. C'est Voilà. joli, Enrico. Voilà, oui. C'est chantant. Donc pendant longtemps, on m'a appelé Henri. Et puis là, les pages se tournent. Il y en a une grande qui s'est tournée. Et Enrique est revenu. Retour aux sources, quoi. Retour aux sources. Alors bravo et Merci. Merci. Tu restes avec nous, bien entendu. Merci. Alors, ma chère Sandrine, tu nous reçois. Alain qui a été très sage, et trop sage d'ailleurs. Il est très très sage. Je vais me défouler maintenant. Alors effectivement, nous avons le plaisir de recevoir Alain Delage, donc qui est écrivain, mais qui est surtout passionné d'histoire humaine enracinée dans le terroir. Alors Alain, il a eu un parcours professionnel très riche puisqu'il a été dans la marine, il a été mécanicien, il me semble. Oui, mécanicien, mais alors, la marine, l'aéronautique navale, c'est-à-dire à bord des avions Voilà, de la marine. précisons, C'est compliqué, je sais, voilà. à comprendre, mais il y a des avions dans la marine. Voilà. Voilà, Mais je suis pas mécanicien que, navire. puisque vous avez été aussi dans la fonction publique, donc vous travaillez à la préfecture de Nîmes, et vous vous êtes donc après tourné vers l'écriture, et vous avez publié depuis plus de 20 ans des romans, mais surtout qui nous parlent du Sud et de ses traditions. Et Alors, oui. ma première question, Alain, c'est que par rapport à cette vie professionnelle très riche, qu'est-ce qui vous a amené à la littérature ? Ou rien, l'envie. En fait, j'ai toujours aimé écrire. En fait, lorsque j'ai sorti mon premier livre, alors en fait, j'ai écrit 24 livres, dont 13 romans. Voilà, mais les autres, c'était du côté patrimonial, sur le Gard, sur Nîmes. Alors, je suis originaire de l'Hérault, puis je suis natif de Sérignan, à côté de Béziers. Mais depuis 40 ans, j'habite à côté de Nîmes, un tout petit village au nord de Nîmes. Et voilà, mais j'ai toujours aimé ça. Et lorsque mon premier livre est sorti, l'institutrice m'a dit « Pourquoi tu écris ?» Et je lui ai répondu « Pour tous les peu mieux faire que j'ai eu à l'école. » Voilà. Bien dit. Parce que j'étais mauvais, bon, comme ça. Et alors, c'est pas une revanche, loin de là. Parce que Oh, un loin peu de là. quand même. Oh non, je suis pas un revanchard. C'est une belle moi. revanche. Oh non, moi je n'ai pas envie. Moi je reprends encore mes livrets scolaires du cours préparatoire et je rigole quand je les lis, voilà. Mais non, mais c'est très bien. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je le dois à l'enseignement que m'ont donné mes instituteurs et institutrices. J'en suis très fier, voilà, ça c'est clair. Et votre expérience donc dans la marine par exemple ou autre, est-ce que ça a influencé un petit peu le regard, Non. votre regard? Pas du tout. Non, du tout. Moi, Du je suis tout, du quelqu'un, tout. alors bon, j'ai été volant, j'ai été fonctionnaire, mais je suis quelqu'un de très attaché à la terre, un peu d'une certaine manière. Et aujourd'hui, c'est pour ça, quand on me qualifie d'écrivain, je préfère romancier. Parce qu'un écrivain, bon, c'est Zola, c'est Loti, c'est Pagnol, ils ont changé la littérature française. Moi, je change rien. Comme je vous ai dit, je me sers de ce qu'on m'a donné et qu'on m'a inculqué à l'école, voilà. Et justement, Alain, comment décririez-vous votre style par rapport à quelqu'un qui ne vous connaît pas ou qui ne vous a jamais lu? Alors, je vais vous dire une chose. Un jour, lors d'une dédicace, il y a eu, je disais aux personnes qui étaient là, je leur dis, en fait, j'ai les mêmes initiales qu'Alphonse Daudet et Alexandre Dumas, mais je n'ai pas leur talent. Ça, c'est clair, d'accord, voilà. Et je leur ai dit, J'adore la référence. quand vous lirez mes livres, j'ai dit, bon, ben, vous trouverez pas, effectivement, des grands auteurs et compagnie. Et il y a une dame au bout de la salle qui a dit, mais continuez à faire du Delage, ça nous plaît. Voilà. Alors, c'est tout. Après, j'ai pas de style spécial. Moi, ce que je revendique, c'est un passeur de mémoire, voilà. Moi, mon but dans mes romans, alors, au début, c'était des livres historiques dont on est obligé de respecter l'histoire et de transcrire l'histoire à la virgule près. Lorsqu'on est dans le roman, on fait ce qu'on veut. Et je rejoins Enrique d'ailleurs, entre parenthèses, quand je commence un roman, je ne sais pas comment il va se finir. Exactement comme vous pour la peinture. Voilà. C'est ça qui est amusant. Mais ce que je veux dire, c'est que la littérature en général, ce que je fais moi, je veux dire, c'est surtout pour qu'à travers les romans, on ait une manière d'aborder certaines choses qui sont passées et qui sont, qui s'effacent petit à petit avec le temps, mais qu'on en garde la mémoire et que les gens s'approprient certaines manières de faire. J'ai fait par exemple 3 romans sur l'Aubrac, le plateau de l'Aubrac, dont un sur les buronniers, la fabrication du fromage, la transhumance, tout ça. Et des personnes qui l'ont lu m'ont dit, on a appris, grâce à ça, la profession de buronnier. Alors qu'en fait, aujourd'hui, les buronniers, il n'y en a plus les vrais, peut-être que 5 ou 6 ou 10 maximum, voilà. Et puis, au fur et à mesure, ils décèdent et tout se perd, voilà. Et moi, ce que je veux, voilà. Et parmi tous vos romans, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous tient le plus à cœur? Est-ce que quand on a 10 enfants ou 14 enfants, on en aime un plus Oui, que mais l'autre? peut-être non. Alors, c'est pareil, voilà. Non, moi, je reste sur... Entre le roman et l'histoire, quoi. Oui, justement, voilà. c'est ça. Oui. C'est-à-dire, enfin... Lorsque tu fais un roman, Oui.
Ah, t'es obligé d'avoir... Ah oui, non, mais tout à fait. Alors moi, je n'écrirai pas de la science-fiction. Moi, je garde donc les décors. Je garde une époque bien réelle, ça existait. Mais par contre, je fais ce que je veux de mes personnages. Et l'histoire par elle-même, en général, c'est des secrets de famille, des secrets de village, voilà, des choses comme ça. Mais ça m'appartient. J'en fais ce que je veux. J'ai le droit de vie et de mort sur mes personnages. Il a raison, tout à fait. Tout ce cadavre dans le placard. Ah ben, tout à fait, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Alors justement, là, il y a ton dernier roman, hein, Les cicatrices de la bête, qui est paru cet été. Cet été. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors celui-là, c'est le 3e volet, mais bon, il se lit indépendamment de la fameuse série sur l'Aubrac. Et en fait, l'histoire, en fait, dans le premier roman, donc, c'est un personnage alors ça démarre toujours dans la plaine languedocienne, moi, en général. Donc, il est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, et sa famille lui dit, monte sur l'Aubrac, le temps qu'on puisse prouver ton innocence. Il va monter là-haut, il va découvrir évidemment l'amour obligatoirement, il faut une histoire d'amour dans toutes ces histoires. L'amour, il va découvrir les bureaux, il va découvrir la transhumance, mais il va découvrir aussi les raisons pour lesquelles son père a été obligé de fuir l'Aubrac 20 ans plus tôt. Voilà, c'est là le secret dans celui. Alors après, dans le 2e tome, il revient, il est héritier d'un grand-oncle qu'il n'a pas connu, et ce grand-oncle avait légué tout ce qu'il possédait à sa servante, qui a disparu et qui avait été déclarée des années plus tôt pour la succession. Or, quand il rentre dans la maison, il y a des choses qui lui font penser qu'elle n'a peut-être pas si disparue que ça. Voilà, on va à la recherche de cette servante, et là, c'est sa sœur qui arrive là-haut, et qui, lorsqu'elle est institutrice, et lorsqu'elle rentre dans l'école, elle entend des bruits qu'elle est seule à entendre. Donc, la famille se dit, il faut trouver pourquoi il y a ces bruits. Voilà, il y a toujours des histoires un petit peu, pas sombres, en tout cas, ça se finit toujours bien. Mystérieuse. Un peu de mystère, c'est toujours intéressant. Mais qui t'édite? Alors, c'est les éditions de Boré, depuis le début, au niveau des romans, à Clermont-Ferrand. Voilà. Ils étaient spécialisés, ils sont spécialisés en partie dans les romans du terroir. D'autres grandes maisons d'édition se sont engouffrées. Terroir. Mais ça reste terroir, voilà. Alors, après, de Boré, ils font à côté des beaux livres et tout, mais là, ils sont vraiment spécialisés dans le terroir, voilà. J'ai trouvé le cadeau de Noël de mes parents, c'est très bien. Merci. Il n'y a pas de problème. Bravo. Merci beaucoup. Merci Alain. Et donc pour ceux et celles qui voudraient qui souhaiteraient découvrir tes livres, on peut les retrouver comment? Tu es à la 4e de couverture, toi? Moi, c'est les moteurs de recherche. J'adore le titre. Ouais, moi j'aime bien. Cicatrice de la bête. Tu peux la lire, s'il te plaît? Tu vas nous lire. Voilà, je te le laisse, c'est encore mieux. Alors, les cicatrices de la bête, donc quelle surprise. On l'a eu notre lecture. Oui, doucement, hein. Pardon. Doucement. Pas à toute vitesse. Voilà, quelle surprise pour Armand, le jour de ses noces, de voir apparaître celle qui devait être la grande absente des festivités, c'est-à-dire sa sœur Marthe. Un bonheur n'arrivant jamais seul, elle annonce à toute la famille qu'elle devient la nouvelle institutrice du village. Mutée à la faveur de la fuite soudaine de son prédécesseur, la jeune femme se réjouit à l'idée de se rapprocher enfin des siens. Mais très vite, des bruits suspects, qu'elle seule entend au sein de l'école, viennent troubler sa quiétude. La vieille bâtisse semble vouloir lui livrer un bien mystérieux secret. Voilà. Donc c'est une énigme. Tout un énigme. Voilà, non, toujours, je dis, c'est bien, mais de toute façon, dans la vie, des énigmes, il y en a partout, hein, donc c'est toujours intéressant, voilà. Et donc, du coup, Alain, on peut retrouver tes livres sur où en regardant la caméra, s'il te plaît? Tout simplement sur un moteur de recherche, en tapant Alain Delage roman, vous trouverez des sites. En plus, ce nom est facile à retenir, hein. Alain Delage. C'est facile. Delage, c'est facile, il n'y a pas de problème. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Et nous, on remercie vraiment tout le monde, toute l'équipe et nous-mêmes. Merci à vous tous. Et nous-mêmes. Merci beaucoup. On va pas s'oublier. Bye bye. Bye bye.